Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. C'est vrai que lorsque le business de nos clients grandit, ça marche pas. Ok. Il est vrai que lorsque le business de nos clients grandit, qu'ils continuent à utiliser de plus en plus des services AWS avec les patterns de trafic assez variés, il commence très difficile de contrôler les coûts AWS. Et très souvent, nos clients se sentent dépassés et ne savent plus par où commencer. Certes, certaines techniques comme l'utilisation des savings plans, reserved instances, ou alors l'utilisation de différents types de stockage S3 deviennent de plus en plus connues parmi nos clients et commencent de plus en plus à être utilisées. Mais par contre, la question qu'on se pose ici aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vraiment commencer à maîtriser nos coûts AWS de bout en bout? Je m'appelle Irina Olenikova, je suis Senior Solutions Architect et je suis accompagnée aujourd'hui par mon collègue Ramzi Trabelsi, Senior Cloud Operations Architect, et Pascal Martin, Principal Engineer chez Bedrock Streaming et également AWS Hero. Et donc aujourd'hui, nous aimerons vous présenter le retour d'expérience de Bedrock Streaming et surtout vous montrer des techniques et des astuces concrètes d'optimisation des coûts et de maîtrise des coûts AWS. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, la télécommande a un petit peu de mal. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très content de faire ce talk avec toi, Irina, qui était notre première TAM il y a bien des années, maintenant notre Solution Architect, et avec toi, Ramzi. Je vais encore dire TAM, je suis désolé parce que le changement est tout récent. Donc une équipe qui nous connaît bien, qui a vécu tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, et c'est plutôt cool. Et Bedrock, nous créons une plateforme de VOD et de replay que nous vendons en marque blanche à nos clients, des broadcasters européens. Nos budgets AWS, donc on va faire comme ça. Nos budgets AWS, c'est quelques centaines de milliers de dollars par mois, quelques millions de dollars par an. Ça veut dire que quand on fait 1% d'économie, c'est plutôt intéressant. Quand on fait 1% de non-économie, par contre, c'est pas génial. D'autant qu'on déploie notre plateforme en marque blanche, et donc une optimisation ou une non-optimisation se retrouve pour chacun de nos clients. Alors aujourd'hui, disclaimer, vous verrez quelques montants qui ne seront pas affichés. Ah oui, je ne peux pas vous donner tous les secrets business de l'entreprise, mais à la place, vous verrez souvent des pourcentages. Ils seront certainement plus utiles, puisque vous pourrez les réappliquer chez vous. Et puis vous verrez des screenshots d'anciennes interfaces AWS. Depuis 2018 et le début de notre migration dans le cloud, les interfaces ont changé, mais j'ai des milliers de screenshots. Quand votre utilisation des services AWS évolue pour accompagner la croissance de votre business, vous avez plus de clients, vous utilisez plus de services, votre organisation devient plus complexe, le suivi des coûts AWS avec une visibilité détaillée et une granularité fine devient une nécessité. Vous avez alors besoin de comprendre vos coûts pour pouvoir les contrôler, prendre les décisions appropriées et prévenir les dépenses que vous pouvez éviter. Pour répondre à ces besoins, AWS a mis à votre disposition plusieurs outils fondamentaux. Par où démarrer? Commençons par Cost Explorer que vous devez absolument connaître si vous utilisez AWS. C'est l'outil fondamental qui vous fournit une visibilité détaillée pour visualiser et analyser vos coûts et votre utilisation AWS. Vous n'avez pas besoin d'une configuration complexe. AWS Cost Explorer est disponible rapidement et vous permet d'analyser vos coûts pour les comprendre. Il est alors essentiel de savoir comprendre et analyser vos coûts passés, mais la question qui se pose naturellement, c'est comment être proactif dans l'analyse des coûts futurs. C'est là qu'interviennent deux services complémentaires essentiels. D'abord, AWS Budget, un outil d'analyse financière qui vous permet de créer des rapports programmés et des budgets personnalisés basés sur plusieurs paramètres, mais aussi de configurer des alertes lorsque vos dépenses AWS réelles ou prévisionnelles dépassent les seuils que vous avez paramétrés par rapport, par exemple, 80 ou 100% de votre budget. D'un autre côté, nous avons aussi Cost Anomaly Detection, qui lui est un service qui utilise le machine learning pour analyser continuellement vos dépenses AWS et
établir une base de référence sur la base de votre consommation habituelle et compare cette référence par rapport aux pics de consommation anormaux. Et comme ça peut déclencher une alerte qui contient non seulement le montant de la dépense inhabituelle, mais aussi les services concernés et les causes probables, vous permettant ainsi de réagir très rapidement pour corriger d'éventuels problèmes, comme par exemple des ressources qui sont mal configurées ou encore des utilisations qui ne sont pas approuvées. Et Budget, c'est un service très, très sympathique. Budget, c'est très pratique et je l'utilise sur mes comptes personnels. Mais quand on a une charge qui varie tout au long de la journée, de la semaine, des mois et des années, et c'est le cas sur une plateforme de streaming vidéo, eh bien c'est un petit peu moins intéressant. Par contre, Cost Anomaly Detection, c'est absolument génial. On l'a activé genre le jour où c'est sorti, et on reçoit régulièrement des mails comme celui-ci, qui nous dit « Coucou, le service Step Function, il a l'air de coûter vachement plus cher qu'avant. Il y a peut-être un truc bizarre. » Donc on clique sur le lien qui nous est proposé, on arrive sur cette vue qui nous dit 808% au-dessus de ce qui était attendu. Ok, surprise. Mais voilà, et tout en bas de l'écran, on a un autre lien qui nous mène sur Cost Explorer déjà pré-filtré, et on voit effectivement une forte augmentation du coût de Step Function. Et on est très content de voir ça. Bon, pas parce que c'est cher, mais on est très content de le voir parce qu'on l'a vu dès le premier jour. Avant cet outil, on s'en rendait compte, peut-être, à la fin du mois, quand on regardait la facture. Mais il y a encore plus détaillé en termes de reporting financier sur AWS, et c'est possible grâce au Cost and Usage Report. Ce sont des rapports complets qui sont générés automatiquement et qui contiennent des données détaillées sur votre utilisation et vos coûts du service AWS. Une fois cette fonctionnalité activée et configurée, elle permet de générer des rapports qui sont stockés dans un bucket S3 désigné et qui peuvent s'intégrer par la suite avec Amazon Athena ou Amazon QuickSight pour réaliser des analyses approfondies. Ces possibilités de personnalisation et d'intégration des Cost and Usage Reports vous permettent de visualiser et d'analyser en détail et en profondeur les coûts et l'utilisation des services AWS avec la possibilité de les intégrer avec votre système de visualisation de votre choix. Et effectivement, demander à nos collègues business, produits, product owners et autres d'écrire des requêtes SQL dans Athena, on a essayé, juste ça ne marche pas. Et même leur demander d'aller dans l'outil QuickSight que nous n'utilisons pas, ça aussi on a essayé, ça ne marche pas non plus. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a ramené ces rapports dans l'outil de BI qu'on utilise au quotidien pour suivre les indicateurs de notre entreprise, un outil qui s'appelle Superset, et ça permet à tous nos collègues de trouver leur coût AWS dans l'outil qu'ils consultent déjà au quotidien. Donc on voit dans le même outil les coûts AWS et l'argent qui rentre. Et comme ça, nos collègues du business voient les coûts. Et bien sûr, avec tous ces outils magnifiques, les clients commencent à se poser des questions de comment on peut commencer à maîtriser des coûts. Et donc, du coup, ils ouvrent peut-être Cost Explorer et ils commencent à regarder, du coup, le service le plus consommé d'abord. Et on est tous d'accord dans cette salle que le service le plus consommé, ça reste le compute. Et en fait, quand je parle de compute, je ne parle pas que en fait, des instances EC2, mais je parle de tous les services managés AWS également, qui, eux, derrière, utilisent également les instances EC2, comme par exemple Amazon RDS, Elasticache, OpenSearch et autres. Et bien sûr, dans un monde idéal, en fait, notre utilisation du compute est très stable, donc on peut couvrir tout ça avec des savings plans et les reserved instances. Mais bien sûr, on n'habite pas dans un monde idéal et la plupart des cas, en fait, l'utilisation du service compute se ressemble plutôt à ça. Effectivement, ton monde idéal, il n'est pas très fun. Moi, mon monde réel, c'est plutôt ça. Ici, vous avez la courbe de consommation, le nombre d'instances EC2 qu'on a dans nos clusters Kubernetes pendant une semaine. On diffuse de la vidéo, il y a des pics tous les soirs. Et ils se voient plutôt bien. Le plus gros de notre compute, environ 90% du compute, c'est nos clusters Kubernetes. Donc on parle de Kubernetes en premier. Et sur nos nœuds Kubernetes, très très tôt, on a mis en place de l'autoscaling. Tous les jours, on suit cette courbe. Ça nous évite de payer pour le maximum de machines allumées en permanence. Non, on ne paye que ce pour qu'on utilise.
Et c'est une très grosse optimisation de coût, puisqu'entre le haut du graphe et le trou de la nuit, on a 3 fois plus d'instances tous les soirs. Mais ce 3 fois plus, c'est presque petit par rapport à ça, quoi. On a des fois des jours, des soirs un petit peu plus extrêmes. Et ici, entre le plus haut pic et le trou de la nuit, on a 15 fois plus de machines. Donc sans autoscaling, on paierait très très cher en permanence. Et ici, vous avez une combinaison de load test et de vrais événements. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec des patterns de trafic comme ça? Et alors, si on pense aux instances spot. Donc les instances spot, comme vous le savez tous, j'espère, c'est la capacité AWS de compute qui est non utilisée, que nos clients peuvent utiliser à des prix hyper intéressants. Mais en fait, avec une petite condition, ces instances spot peuvent être révoquées à n'importe quel moment. Et à cause en fait de ce prérequis, on a quand même des prérequis pour les workflows. Donc pour les workloads en fait spot qui doivent être tolérants aux pannes, flexibles, avec une architecture découplée et le plus important, ils doivent être stateless. Mais bien sûr, n'ayez pas peur, hein, il y a pas mal de workloads qui matchent très bien en fait ces prérequis, comme par exemple les workloads sur des containers, les services web, HPC, CI/CD, Big Data, ou alors des workloads pour machine learning. Et ça tombe très bien. Très bien, puisque container, check, service web, plutôt check, CI/CD comme tout le monde, et le reste, on en coche pas mal aussi. Et donc, depuis plusieurs années, 100% de nos worker nodes Kubernetes sont sur des instances spot. Bien sûr, on a un petit peu de débordement sur des instances on-demand quand il n'y a plus de capacité spot disponible, mais c'est assez rare. Et vous voyez du rouge en haut sur des selling plans, ça va notamment être le plan de contrôle de notre cluster Kubernetes. Lui, on ne veut pas qu'il soit reclaimé. Mais d'ailleurs, en parlant de reclaim, eh bien les reclaims, ça arrive. AWS nous reprend des instances spot à n'importe quel instant en nous prévenant au maximum 2 minutes en avance. Et ça arrive tous les jours, des dizaines de fois par jour. Et alors, ce n'est pas, ou plutôt ce n'est plus, un problème. Bien sûr, cette migration vers des instances spot, on l'a fait progressivement. On est passé de 0% d'instances spot à 100% d'instances spot en plusieurs semaines. On étale nos charges de travail sur de très nombreux types d'instances, genre tous. S'il n'y a plus de capacité disponible sur un type, il nous en reste plein d'autres. Et on a mis en place un logiciel qui s'appelle un termination handler. Ce logiciel capture le signal qui dit l'instance va disparaître dans moins de 2 minutes, et puis on a scripté des actions. La première de ces actions, c'est lancer une nouvelle instance. Avec un peu de chance, elle arrivera avant que la première ne disparaisse. Et aussi, on éteint proprement nos applications. On arrête d'accepter des requêtes HTTP entrantes et on continue de servir celles qui étaient déjà en cours. Et le plus gros travail qu'on ait mené, c'est d'optimiser le temps de démarrage de nos instances. On a créé des AMI, des images disques personnalisées. On a embarqué dans nos AMI personnalisées les composants Kubernetes qu'on utilise et aussi les bases images Docker qui servent à la plupart de nos projets. Les temps de démarrage sont bien réduits, on est passé d'en gros 5 minutes à 2 minutes, voire parfois un petit peu moins. Et bien sûr, du spot, on n'en fait pas que pour Kubernetes. Je vous disais, on a 90% d'instances EC2 dans Kubernetes, les autres font quelque chose de divers et varié. Eh bien, ici à l'écran, vous avez l'ensemble de nos instances EC2. Et vous voyez qu'on est à plus de 90% d'instances spot. Sauf pendant les 2 mois du milieu, mais c'était notamment des tests de charge. On a bouffé beaucoup de capacité à ce moment-là. Et une technique fondamentale de l'optimisation des coûts sur AWS, c'est d'ajuster précisément la taille des ressources de compute, comme les instances EC2, RDS ou Elasticache, en fonction de leur utilisation réelle. En analysant les métriques comme la consommation CPU, la RAM ou le réseau sur une période significative, il est tout à fait possible d'identifier les instances surdimensionnées qui gaspillent des ressources ou encore sous-dimensionnées qui risquent d'impacter les performances. AWS fournit des recommandations de dimensionnement approprié à travers des services comme TrustAdvisor ou Compute Optimizer qui permettent de proposer des types et des tailles d'instances plus appropriées sans avoir d'impact sur les performances.
AWS a introduit Cost Optimization Hub, qui est un tableau de bord central qui consolide l'ensemble des recommandations d'optimisation des coûts, incluant, au-delà des recommandations de dimensionnement approprié, d'autres recommandations d'optimisation comme les savings plans, les instances réservées, les ressources non utilisées à supprimer ou encore d'autres optimisations possibles, notamment sur des services de stockage comme S3 ou EBS. Et Cost Optimization Hub vous permet, dans ce cas, de centraliser l'ensemble des recommandations d'optimisation de coûts pour votre compte AWS ou vos comptes de même organisation. Et le screenshot que vous voyez ici à l'écran, ce screenshot vient de chez nous. Et on s'ennuie presque parce qu'il n'y a plus grand-chose qu'on peut optimiser. C'est un peu triste. Vous allez me demander comment est-ce qu'on fait pour choisir les bonnes tailles d'instance. Eh bien, c'est pas magique. Et on a pris une approche très pragmatique qui est au moment où on met en production une nouvelle API, un nouveau service manager, on prend des instances énormes, on les paye donc cher, on reçoit une alerte de Cost Anomaly Detection d'ailleurs, on laisse tourner pendant quelques jours avec du vrai trafic, charge réelle, et une fois qu'on a vu comment ça se comportait, on redimensionne à la bonne taille. Et on fait ainsi des économies au bout de 4 jours. Et sinon, une autre astuce en fait pour optimiser les coûts de compute, c'est le fait d'utiliser les processeurs sur Graviton. Donc, les processeurs Graviton, c'est les processeurs qui sont conçus pour avoir le meilleur rapport prix versus performance. Et en faisant ainsi, vous allez faire un très bon geste pour la planète également, parce que vous allez consommer jusqu'à 60% de moins d'énergie, donc pourquoi pas le faire. Par contre, en fait, vu que il s'agit de l'architecture sur ARM, au niveau de l'adoption de ces processeurs-là, ça peut être tâche pas si facile que ça. Donc, bien sûr, pour des services managés comme Amazon RDS, OpenSearch, etc., donc ça peut être très transparent. Mais par contre, en fait, en fonction de vos applications et comment elles sont développées, donc par exemple, si vos applications sont développées sur Python ou Java ou PHP ou Go, la complexité d'adoption peut varier en fait et peut monter assez rapidement. Et bien sûr, en fait, si vos workloads sont sur Windows.NET, alors là, il y aura un peu d'effort à faire, mais vous allez être récompensé à la fin. On n'est pas dans cette case-là, donc ça se passe plutôt bien, puisqu'on n'est pas dans cette case-là. Et la première chose qu'on a migré sur du Graviton, c'était du Graviton 2 à l'époque, c'était des workflows EMR. On a changé une ligne dans nos fichiers Terraform, on a vu une économie. Et rien de plus à en dire. Là où on a vraiment fait des économies avec Graviton, c'est quand les services managés sont devenus disponibles à Paris avec des instances Graviton. Et ici, vous avez RDS. À gauche, on était sur Intel. À droite, on est passé sur Graviton. On fait 15 ou 20% d'économies, quelque chose comme ça. Moins que ce qui est annoncé, parce qu'on a des réservations. Et donc, ce qui reste en dehors des réservations est moins important que ça. Et sinon, un autre service en fait qui est très utilisé chez nos clients aujourd'hui, c'est Amazon DynamoDB, donc une autre base de données NoSQL serverless. Quand vous commencez à utiliser Amazon DynamoDB, il faut savoir qu'il existe 2 modes de gestion de capacité disponibles, capacité à la demande et la capacité provisionnée. Et à chaque fois, on conseille d'utiliser la capacité on-demand, donc pour toutes les nouvelles applications, ou alors avec des applications avec des charges prévisibles ou avec les patterns de trafic inconnus. Par contre, en fait, si vous connaissez très bien votre application, comment ça se comporte, donc en fait, si vous connaissez très bien les patterns d'utilisation de votre application, et donc dans ce cas-là, peut-être ce serait très intéressant d'utiliser la capacité provisionnée. Et la capacité provisionnée, ça marche très bien, même quand on a de la charge qui varie. Et vous voyez ici DynamoDB, une vraie table en production sur 3 jours. Notre charge varie, de la même façon qu'on l'a vu tout à l'heure pour Kubernetes. Et le mode provisionné, en rouge, répond très bien à nos besoins. Même si, attention, quand on zoome un tout petit peu à cet endroit du graphique, on se rend compte, horreur, que la capacité consommée passe pendant quelques instants au-dessus de la capacité provisionnée. Et c'est quelque chose qui fait très peur à mes collègues développeurs et qui nous a fait hésiter pendant assez longtemps. Mais en fait, ça marche. DynamoDB nous fournit un petit peu de capacité burst pour peu qu'on n'ait pas consommé toute notre capacité provisionnée pendant les minutes qui précédaient. Ce petit pic permet à l'autoscaler de faire son job dans les temps.
Assez souvent, on déploie des projets en mode à la demande, on les bascule ensuite en mode provisionné. Eh bien, à gauche, vous avez un ensemble de projets qui nous coûtaient très cher en mode à la demande. On les a basculés en mode provisionné. Ils coûtent beaucoup moins cher, 3 à 4 fois moins cher. Mais ce graphe date d'avant novembre 2024, puisqu'en novembre 2024, AWS a divisé par 2 le coût du mode on-demand. Et donc, ce que je vous ai dit juste avant est moins vrai. Le mode on-demand est beaucoup plus intéressant aujourd'hui qu'il ne l'était dans le passé. Cela dit, quand on est en mode provisionné, on fait aussi des réservations. On peut s'engager sur un an et payer entre 30 et 50% moins cher. Bien sûr, la question à se poser, c'est combien est-ce qu'on réserve? Quand on a un trafic variable, une charge variable, y compris sur DynamoDB, est-ce qu'on réserve en bas du graphique? Est-ce qu'on réserve en haut du graphique? Est-ce qu'on réserve un petit peu au milieu du graphique? Eh bien, pendant des années, on a fait des exports de métriques CloudWatch, on les intégrait dans des fichiers Excel, on faisait des formules, des simulations pour trouver exactement la bonne valeur de réservation qui nous permettrait de faire le plus d'économies. Mais heureusement, Heureusement, AWS veille sur les besoins de nos clients. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, donc il y a 6 mois, on a sorti du coup les recommandations pour la capacité provisionnée réservée du coup pour Amazon DynamoDB qui est intégrée directement dans Cost Explorer de la même façon que vous allez voir les recommandations pour les savings plans ou Reserved Instance. Ce qui facilite, j'espère, la vie à nos clients aujourd'hui. Eh bien, on fait des réservations 1 ou 2 fois par an et le dernier lot de réservations, on a utilisé notre outil Excel comme d'habitude, on a utilisé un autre outil open source que vous fournissez, on a utilisé aussi cet outil-là, et heureusement, on a vu qu'il donnait à peu près les mêmes résultats, ce qui était plutôt rassurant. Quand on parle de DynamoDB, on parle de coût de requête en écriture, coût de requête en lecture. Mais attention, DynamoDB a aussi d'autres coûts, notamment les coûts de stockage et les coûts de stockage des backups. Et vous voyez sur la partie gauche du graphique que nos coûts de stockage et nos coûts de stockage de backup étaient plus élevés que les coûts de requêtage. Ah ouais, ça fait une surprise. On a regardé ce qu'il y avait dans nos tables DynamoDB. On avait plein de vieilles données qui ne servaient absolument à rien. On les a effacées. Et on a fait des économies. Et bien sûr, je suis toujours pour, Pascal, de supprimer les données qui ne sont pas utiles. Mais par contre, en fait, pour nos clients qui doivent garder les données, peut-être pour des raisons légales, il y a aussi une solution pour ça. Donc du coup, on a des types de stockage pour les tables DynamoDB différents qui sont faits pour. Donc vous avez bien sûr classe de stockage standard, mais vous avez également le classe de stockage de table DynamoDB qui s'appelle standard IA, qui est justement conçu pour stocker des données qui sont rarement utilisées. Ce qui est cool dans ce type de stockage, c'est que déjà, en fait, ça permet de réduire les coûts de stockage de table DynamoDB. Et avec aucun compromis sur les performances, c'est très important. Et bien sûr, c'est très facile d'intégrer. Il suffit de faire quelques clics, soit dans la console AWS, soit en utilisant AWS CLI ou SDK. Par contre, en fait, la question qui se pose, donc quand il faut utiliser ce type de stockage DynamoDB. Et alors, lorsque le stockage et le coût de stockage commencent à dépasser 50% de vos coûts de requêtage, donc de les requêtes en lecture et écriture, peut-être ce serait très intéressant d'utiliser ce type de stockage. Et si on parlait des coûts réseau, et plus particulièrement de l'analyse de ces coûts réseau dans l'objectif de les optimiser et de faire baisser votre facture? Non, il ne s'agit pas d'un mythe. Il est tout à fait possible d'identifier vos usages réseau qui impactent votre facture et vous avez plusieurs leviers pour agir dessus. Vous connaissez peut-être le dashboard Kudos de la suite Cloud Intelligence Dashboard. C'est un outil d'analyse fourni par AWS et il permet d'avoir des données granulaires qui permettent d'obtenir une visibilité détaillée sur l'ensemble de vos coûts et utilisations AWS. Cet outil peut être déployé pour différents besoins, notamment le suivi de vos coûts et utilisations de vos services qui génèrent du trafic réseau. Et vous avez donc la possibilité de les analyser en détail. Vous avez Kudos qui peut être configuré pour être généré avec jusqu'à un niveau de granularité horaire et avec des mises à jour jusqu'à 3 fois par jour. Et il vous permet d'analyser en détail ces coûts et d'identifier directement les
usages qui génèrent du trafic qui est facturé, pour pouvoir agir dessus et réaliser des économies. Comment donc peut-on diminuer les coûts de transfert de données? Il existe plusieurs techniques possibles. Par exemple, l'utilisation d'adresses IP privées au lieu d'adresses IP publiques permet de faire baisser le trafic qui passe par Internet et donc faire baisser votre facture par rapport à ce type de trafic. Tandis que le placement de vos ressources dans la même zone de disponibilité AZ et dans le même VPC permet aussi de réduire le trafic entre les différentes zones de disponibilité. D'autre part, identifier les ressources qui ne sont pas utilisées comme les load balancers qui ne génèrent pas de trafic mais qui sont quand même facturés même quand il n'y a pas de trafic, ça permet aussi de faire baisser votre facture. Et pour les load balancers qui génèrent un trafic sortant vers Internet important, vous avez la possibilité d'utiliser un CDN comme CloudFront qui non seulement permet de bénéficier de tarifs plus avantageux, mais aussi d'améliorer les performances et d'optimiser le volume de transfert de données vers Internet. Et enfin, vous pouvez par ailleurs utiliser les endpoints VPC avec des services comme S3 ou Amazon DynamoDB pour réduire encore une fois le trafic qui transite par Internet. Et une autre technique consiste à placer les NAT Gateway dans les mêmes zones de disponibilité que les instances back-end, encore une fois, pour réduire le volume de transfert de données à travers le réseau public Internet. Alors malheureusement, je n'ai pas de joli screenshot montrant l'efficacité des VPC Endpoints, mais j'ai celui-ci. On avait créé nos VPC Endpoints sur tous nos comptes de production parce qu'on savait que ça allait nous servir, et on n'en avait pas créé sur notre compte de Sandbox. On fait juste des expérimentations de temps en temps. Et un jour, eh bien, on a commencé à beaucoup taper sur S3, je crois, à travers la NAT Gateway, et ça a fait très très mal à nos finances. Et vous en doutez, c'est une époque où Custom Anomaly Detection n'existait pas, donc on s'en est rendu compte après pas mal de temps. Bon, voilà, attention au coût des NAT Gateways. Mais un autre, et celui-là je l'aime beaucoup, les coûts de transfert inter-AZ. On est sur une plateforme de vidéo à la demande. Un utilisateur arrive sur le load balancer, on l'envoie dans une AZ, et ensuite, on essaie de lui servir des segments vidéo. Et pour ce faire, on a tout un ensemble de microservices qui communiquent les uns avec les autres. Et à gauche de ce schéma, on échangeait des segments vidéo entre plusieurs AZ. À chaque fois qu'un utilisateur voulait les voir, parfois plusieurs fois. C'était excessivement coûteux. On a revu notre architecture, un utilisateur arrive désormais sur le load balancer, qu'il envoie dans une AZ, et on essaye autant que possible de rester dans cette AZ. Et on limite donc très fortement les coûts de transfert inter-AZ. Bien sûr, on travaille toujours avec 3 AZ, et si une AZ tombe, le load balancer va continuer à envoyer sur les 2 autres. Mais à chaque fois, on restera dans une seule AZ. Celle-là, je l'aime beaucoup. Oui. Et franchement, moi aussi, et vraiment, bravo pour ce travail d'optimisation de coûts inter-AZ. En fait, je sais à quel point ça peut être impressionnant et bluffant pour nos clients. Et sinon, un autre service que nos clients utilisent beaucoup aujourd'hui et de plus en plus, c'est AWS Step Functions. Donc, AWS Step Functions, c'est un service de flux de travail visuel qui permet aux développeurs d'orchestrer des microservices, de créer des applications distribuées ou alors de créer des pipelines de données ou de machine learning. Et donc, dans AWS Step Functions, nous avons 2 types de workflows, le workflow standard et express. Et en fait, on a pas mal de cas d'usage qui matchent les workflows standards, comme automatisation IT, ou génération des rapports, ou alors le traitement multimédia, donc les gros fichiers vidéo, images et audio. Tandis que sur la partie workflow express, vous avez tout ce qui est orchestration de microservices, ou alors validation de commandes ou paniers. Et en fait, pourquoi on a cette différence entre les cas d'usage pour AWS Step Functions? Alors, ça vient en fait des caractéristiques de ces 2 types de workflows.
Il y a la différence majeure entre la durée maximale d'exécution de votre machine d'état, mais aussi en fait taux de démarrage d'exécution, sémantique d'exécution, et le plus important, il y a la différence dans la tarification. Et c'est ça que ça devient important. C'est là où ça devient important parce que en fait, si jamais vos workloads peuvent matcher les workflows express dans Step Functions, eh ben, ce serait peut-être très intéressant de migrer vers ce workflow pour optimiser vos coûts. Et la Step Function que tu viens de montrer, donc la Step Function qu'on a vue en capture d'écran juste avant, c'est une vraie Step Function qui sert chez nous énormément. Elle fait de la synchronisation de données entre plusieurs microservices. Elle est exécutée très souvent. Et c'est aussi la Step Function pour laquelle on a reçu l'alerte Cost Anomaly Detection que j'ai montré au tout début du talk. Donc on a fouillé. Et puis on s'est dit, ok, c'est un nouveau projet qui a été déployé en production avec une step function, ça marche très bien, ça coûte un petit peu cher. Donc on va voir l'équipe de développement concernée, on lui dit, est-ce qu'on peut vous aider? Le temps que ça rentre dans un sprint, effectivement, la step function pouvait être modifiée et fonctionnait très bien en step function express. Donc ils ont détruit leur step function, ils l'ont recréé en mode express. Et le coût qui était très élevé à gauche, dans les 25 $ par jour, faites le calcul sur l'année quand même, c'est pas mal, eh bien, on le voit quasiment plus en bas à droite. Vraiment, quasiment plus. Vraiment très sympa. Et n'oubliez pas de faire attention au coût des appels API, parce que certains appels API ont un coût, et heureusement, il existe plusieurs techniques pour les optimiser, et Pascal les connaît très bien. Alors peut-être pas toutes, et j'espère que j'aurai encore de belles surprises dans ma vie, mais la première, c'était pas une surprise. Quand on a commencé à bosser avec SQS, on a lu la documentation, lisez la documentation, c'est un bon conseil, et on a vu qu'il y avait 2 API pour communiquer avec SQS. Une API pour gérer des messages unitaires et une API pour gérer des messages par lot. On a commencé à travailler avec l'API unitaire et on s'est dit un jour peut-être on basculera sur la seconde. Eh bien c'est ce qu'on a fait pour les suppressions de messages. En bleu en bas de l'écran vous avez delete message qui efface les messages un par un. On a arrêté de faire ça et on efface désormais les messages par lot en jaune en haut de l'écran. Et on paye 3 fois moins cher nos suppressions de messages. 3 fois moins cher parce qu'en moyenne, nos lots font 3 messages. Et on peut monter jusque 10. Mais celui-là, c'était carrément pas une surprise. Par contre, celui-ci, ça a été une surprise mais incroyable. Petite API qui stocke des fichiers sur S3, les sert en HTTP. Et un jour, on a regardé les coûts de ce truc, on s'est dit, ça coûte cher quand même S3 pour ce petit service qui fait finalement pas grand-chose. Donc on a fouillé et on a regardé par type d'appel d'API. Et là, on a vu que le coût de stockage, c'est le tout petit truc rouge tout en haut du graphe, eh bien, le coût de stockage était largement inférieur au coût des appels d'API ListBucket et HeadObject. Mais pourquoi? On a fouillé dans notre code et on s'est rendu compte qu'on utilisait une vieille bibliothèque qui n'était pas vraiment adaptée à S3, qui essayait de valider l'existence de chaque niveau de répertoire dans une arborescence. Ce qui a un sens sur un file system standard, mais qui n'a aucun sens avec S3. On a viré tout ça. Maintenant, on fait getObject, et au pire, ça échoue, c'est pas très grave. Et on a fait plein d'économies en supprimant tout ça. On a aussi mis du cache sur les headObjects. On utilise très peu CloudWatch, alors que c'est là où AWS stocke les métriques pour tous les services managés. Donc on va chercher les métriques CloudWatch et on les met à disposition de Prometheus et Grafana. On fait des appels d'API à CloudWatch pour récupérer ces métriques. Un jour, on a réalisé que ça nous coûtait dans les 80 $ par jour, un truc comme ça, donc assez cher. On est repassé sur notre fichier de configuration et on a supprimé de ce fichier de configuration toutes les métriques qu'on ne regardait jamais. Charger des métriques depuis CloudWatch pour ne jamais les regarder dans Grafana, ça nous coûtait beaucoup d'argent. Et puis en approchant de la fin, eh bien, une nouvelle section, et on n'avait tellement pas d'idée pour le titre qu'on l'a appelé divers. C'est pour ça que c'est moi qui fais ce slide de titre. Je crois que je suis le seul à avoir osé. Le premier, c'est WAF versus Shield Advanced. WAF, Firewall. Imaginez quelque chose qui bloque les tentatives d'injection SQL, d'attaque XSS, c'est ce genre de choses. Et WAF est facturé à la requête. Vous payez 60 centimes, je crois, par million de requêtes. Quand on a des appels d'API en masse, qu'on a beaucoup d'appels d'API, ça fait potentiellement beaucoup d'argent. Et d'un autre côté, vous avez la fonctionnalité Shield Advanced. Elle vous coûte 3 000 $ par mois pour avoir le droit de l'utiliser. Juste pour avoir le droit. Et ensuite, quand vous l'activez sur une distribution CloudFront, vous payez un petit peu pour chaque gigaoctet de données transférées. On a plein d'API qui sont appelés plein de fois, mais qui retournent des données minuscules.
Eh bien, en payant les $3000 de Shield Advanced et en l'activant sur ces distributions CloudFront, nos coûts de WAF ont disparu et on fait plus de $3000 d'économie par mois. Autrement dit, on rembourse largement le coût de Shield Advanced et même un petit peu plus. C'est peut-être pour insister un petit peu, les trucs inutiles, effacez-les. On construit des images Docker pour déployer dans Kubernetes. Ces images Docker, on les pousse sur ECR. Un jour, on a vu que les coûts d'ECR étaient assez élevés. On a juste activé la fonctionnalité native du service ECR pour effacer les vieilles images. Voilà, petite économie comme ça. Et puis allez, encore une. Les logs inutiles. On envoyait plein de logs dans CloudWatch, on ne les regardait jamais, puisqu'on n'utilise pas CloudWatch. Donc ça montait assez haut, mais genre assez haut. On a supprimé ces logs, on ne les envoie plus dans CloudWatch, on ne les envoie plus nulle part, de toute façon on ne les regardait pas. Et ça fait beaucoup d'économies. Et en parlant d'économie sur les logs CloudWatch, AWS a sorti en novembre 2023 une nouvelle classe de stockage des logs sur le CloudWatch, appelée CloudWatch Log Infrequent Access. C'est une classe de logs pour les accès peu fréquents. Donc si vous avez des logs qui ne nécessitent pas du requêtage récurrent, si vous avez comme des logs de serveurs web, des logs pour des besoins de conformité qui sont rarement consultés, CloudWatch Log Infrequent Access vous permet de réaliser des économies de l'ordre de 50% sur les coûts d'ingestion et de stockage et vous permet ainsi d'optimiser davantage vos coûts de log CloudWatch. Et là, bien sûr, on a beaucoup parlé tout à l'heure sur les optimisations des services déjà existants, mais en fait, une étape très importante dans la vraie maîtrise des coûts AWS, c'est le savoir estimer le coût d'un nouveau projet. Et là, on aimerait bien faire cet petit exercice avec Pascal aujourd'hui pour vous montrer comment on peut faire ça. Donc, par exemple, imaginez qu'on a besoin de créer une nouvelle API HTTP, avec le stockage de données dans Amazon DynamoDB, ensuite avec des utilisateurs qui sont en France, et du coup avec l'architecture qui va se ressembler un peu à ça. Donc on va prendre vraiment quelque chose de très simple. Et alors dans les exercices d'estimation de coûts, AWS Cost Calculator serait votre meilleur ami. Et donc, bien sûr, on va aller service par service et on va essayer d'estimer le coût en fait de ce nouveau projet. Donc ici, on aura besoin de savoir le nombre de requêtes par mois ainsi que leur taille. Donc Pascal, toi, en tant que représentant des équipes dev, qu'est-ce que tu en penses ? C'est assez drôle parce qu'en général, c'est moi qui pose ces questions, c'est pas moi qui y réponds, c'est plus facile de les poser que d'y répondre. Le process qu'on va vous montrer ici en peut-être 4 minutes, il prend des fois plusieurs semaines. Parce qu'on a des questions business qui sont derrière cette API et les réponses qui viennent ici. Le nombre de requêtes par mois, par exemple, ça dépend de comment cette API est utilisée, qu'est-ce qu'elle apporte au business. Mais admettons, j'ai discuté déjà avec mes collègues pendant longtemps, et on va faire 500 millions de requêtes par mois, c'est à peu près cohérent avec ce qu'on fait sur d'autres API similaires. Et la taille de nos réponses, entre 15 et 20 kilooctets, disons 17 en moyenne, un truc comme ça ? Parfait. On va partir sur ça du coup et ça va nous aider aussi avec l'estimation de coûts sur AWS Lambda parce que ici aussi on aura besoin de savoir le nombre de requêtes ainsi que l'architecture, durée de chaque requête et ensuite l'allocation de mémoire. Eh bien, je te propose le free tier, on l'élimine parce que de toute façon on consomme déjà très vite, donc simplifions-nous la vie. Et ensuite en termes d'architecture, tu nous as dit que Graviton c'était moins cher. Voilà. On va coder cette lambda en Go et Graviton, aucun problème, du ARM. Donc partons sur du Graviton. Le nombre de requêtes, l'API Gateway transmet à lambda, donc même chose, 500 millions par mois. Et ensuite, tu nous demandes la durée de chaque requête, ça devient compliqué. En gros, notre API elle va faire des choses assez simples. Elle va faire une requête à DynamoDB qui répond en moins de 10 millisecondes. Elle va faire un petit peu de traitement par-dessus. Mettons 20 millisecondes. Et la dernière, la quantité de mémoire allouée, c'est du Go, ça ne consomme pas tant que ça, on ne fait pas beaucoup de traitement, nos données ne sont pas énormes. J'aimerais dire 128 mégaoctets qui est le moins cher. Soyons pessimistes, mettons le double et on aura peut-être une bonne surprise dans quelques semaines. Parfait. Donc on part sur ces valeurs-là. Et sinon, il nous restera Amazon DynamoDB. Donc vu que c'est un nouveau projet, on va partir sur capacité on-demand. Et du coup, pour type de stockage, on va partir sur du standard. Ensuite, au niveau stockage, qu'est-ce que tu vas me dire, Pascal ?
Alors, la taille totale des données qu'on va stocker dans DynamoDB, on entre dans des questions quand même qui sont de plus en plus difficiles et mes collègues ont de plus en plus de mal à répondre aux questions au fur et à mesure qu'on avance là-dedans. Mettons que dans quelques mois, on aura 1 million de lignes. Nos données font entre 10 et 15 kilooctets. Mettons 13 kilooctets fois 1 million, ça doit faire 13 gigaoctets. Et ouais, c'est ça, c'est les deux questions. Exactement, c'est exactement ça. Et après, pour les requêtes en écriture et lecture, donc vu qu'on part sur 500 millions de requêtes par mois, et en fait, vu qu'on prend une hypothèse d'avoir 10% des requêtes en écriture et ensuite le reste en lecture, donc on va partir sur 50 millions de requêtes par mois en écriture, et puis le reste, ça va être en lecture. Et il nous restera la section de backup et restore. Bon, pour la simplification de cet exercice, on va prendre la même taille que notre stockage actuel pour le moment. Et après, on pourra ajuster. Et donc, du coup, pour l'estimation totale, ça va nous revenir environ à $1 800 par mois. Pascal, qu'est-ce que tu en penses? C'est assez cohérent avec ce qu'on constate sur d'autres API qui font des choses assez similaires ou assez comparables. Maintenant, il faut en discuter bien sûr avec les collègues du produit. Est-ce que le ROI sera supérieur à ça? Est-ce qu'on va gagner plus d'argent que ce qu'on dépense en incluant le temps de développement et machin? Mais ouais, ça me semble assez cohérent. Très bien. Bien sûr, en fait, c'était hyper simpliciste, en fait, et il ne faut pas surtout oublier l'intégration avec d'autres projets quand vous construisez votre application. Donc, peut-être, vous allez envoyer des événements via DynamoDB Streams vers, admettons, une fonction lambda. On aura peut-être AWS Step Functions qui va orchestrer tout ça. Vous allez peut-être avoir besoin de Route 53 pour la résolution DNS. Peut-être vous aurez besoin de mettre en place le système du cache, donc peut-être Amazon DAX ou Amazon CloudFront ou Elasticache en fait. Donc ça vraiment c'est un exercice qui est hyper compliqué et donc je vous conseille vivement d'aller voir vos solutions architectes AWS qui pourront vous aider là-dessus. Ou alors, si vous n'avez pas de solutions architectes associés, n'hésitez pas à aller voir le représentant AWS. On va vous aider dans cette tâche-là. Vous l'avez donc compris, pour pouvoir garder le contrôle sur vos coûts et sur votre facture AWS, il faut savoir faire des compromis, des choix. Comme vous le savez, la sécurité a un coût, la résilience, les performances, l'agilité des équipes ont un coût, mais il ne s'agit pas ici de choisir l'un ou l'autre, car vous avez tout à fait la possibilité de répondre à ces différents besoins en faisant des compromis parfois, mais surtout en rationalisant votre usage. Pour pouvoir justement garder le contrôle sur vos coûts, il faut avoir cette vision globale sur les investissements cloud. Et quand on parle d'investissement, il faut garder en tête qu'il ne s'agit pas uniquement de comparer les prix d'infrastructure, mais aussi de prendre en compte l'impact de vos choix sur l'ensemble des équipes et sur l'organisation. Par exemple, est-il pertinent de mobiliser des équipes d'ingénieurs hautement qualifiés pendant des jours, voire des semaines, pour réaliser des économies de l'ordre de quelques centaines de dollars? Il faudra se poser la question. Et par ailleurs, l'optimisation des coûts permet de bénéficier davantage d'autres avantages du cloud, notamment avoir des cycles de développement plus courts, avoir une autonomie au niveau de différentes équipes, l'élasticité, l'agilité et pouvoir prendre les décisions appropriées au bon moment. Donc c'est ainsi qu'il faut avoir cette vision globale pour pouvoir tirer profit pleinement du cloud AWS. Et bien sûr, il faudrait savoir mettre des KPI plutôt fonctionnels. Donc, savoir dire que chaque utilisateur va vous coûter tant de dollars par mois ou alors chaque heure de vidéo vue va vous coûter tant de dollars par mois et non seulement dire « Ok, mon projet va me coûter autant » parce que ce n'est pas ça qui va parler à vos équipes produits ou à votre management. Et pour finir, que faut-il faire pour réduire les coûts? Il ne s'agit pas là, ici, de prioriser à tout prix l'arrêt de certains projets ou freiner le développement de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles applications parce que les coûts nous en empêchent.
Il faut traiter cette optimisation des coûts comme une approche globale qui prend en compte l'ensemble de l'organisation, depuis la direction jusqu'aux équipes les plus opérationnelles. Et bien qu'une équipe finance dédiée puisse apporter une expertise et une coordination au sein des différentes équipes, l'optimisation des coûts comme approche doit être intégrée au sein d'une culture FinOps au niveau des différentes équipes, là où chacun devient vraiment acteur et puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et pour conclure cette session d'aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler des principes d'architecture frugale conçus par notre CTO Werner Vogel. Donc du coup, avoir des KPI plutôt non fonctionnels. Ensuite, aligner les coûts avec le business model de votre entreprise. Comme Ramzi a dit tout à l'heure, savoir faire la série de compromis et des choix. Ensuite, bien sûr, se rappeler que les systèmes non observés peuvent provoquer du coup les coûts imprévisibles. Et de l'autre côté, bien sûr, la surveillance efficace pourrait vous aider dans cette tâche-là. Bien sûr que ça, c'est un processus en continu, il ne faut pas oublier tout ça. Et pour finir, il faut toujours rester à veille sur de nouvelles technologies parce que c'est ça qui va vous aider davantage à optimiser vos coûts. Et pour aller plus loin avec le dashboard Kudos que nous avons vu tout à l'heure ou la suite Cloud Intelligence Dashboard, vous pouvez aller sur la documentation des différents dashboards ou encore aller sur le CID Workshop pour commencer à déployer et à découvrir ces différents dashboards disponibles. On vous remercie pour votre attention aujourd'hui. J'espère que cette session vous a plu et je vous invite à remplir le survey ici affiché avec le QR code parce que votre feedback est hyper important pour nous. Merci encore une fois.